Cette prochaine présentation va vous rappeler des souvenirs. En tout cas, moi, ça m'a rappelé des souvenirs. À chaque fois que j'ai entendu un de ces bruits, un bruit de Super Mario World, Chrono Trigger, Super Metroid et tant d'autres, à chaque fois que je les entends, tant de souvenirs. Nos présentateurs vont vous expliquer comment ça marche et vous donner une connaissance en profondeur de quelque chose d'absolument incroyable de notre enfance, ces sons qui nous ont marqués. Applaudissez s'il vous plaît, Kleines Filmchen. Bonjour à tous, bienvenue. Ce que vous avez entendu, c'était l'intro de Super Metroid. Et dans l'atmosphère incroyable de cette intro, il y a bien sûr le son. Ceci est la présentation ultime sur le SPC 700, l'architecture derrière le son de la Super NES. Alors, ça fait partie d'une série de présentations ultimes où on essaye d'en dire le plus possible sur l'architecture d'un certain ordinateur en 1 heure. Alors, comment est-ce que j'ai volé ce micro? Bon, on me l'a donné. Je suis un peu, presque connu sur ça. Le plus important, c'est que je suis l'auteur de l'assembleur SPC 700 qui a été utilisé pour préparer ce talk. Donc, parlons de la Super NES. Elle est sortie en 90 et voilà globalement comment est-ce qu'elle est disposée de façon interne. On a le CPU principal qui a accès à la RAM et la ROM de la cartouche. C'est lui qui fait tourner la logique du jeu et les graphiques. Et le PPU, le Picture Processing Unit, c'est juste un processeur graphique assez stupide. Il faut lui dire très précisément quoi faire. Donc le CPU doit passer beaucoup de temps à dire au PPU qu'est-ce qui doit être dessiné, quel sprite doit être à l'écran, etc. Du côté audio, c'est complètement différent. Le SSMP, c'est un microprocesseur générique, complet, qui parle au SDSP, le chip de synthétiseur. Il a sa propre RAM, la ARAM, et il n'a pas accès à la mémoire de la cartouche. Donc pour une raison quelconque, ils ont pensé qu'il fallait un coprocesseur audio, et ça rend cette architecture très intéressante. Vous pouvez voir ici sur la carte mère, à droite ici vous pouvez voir les deux PPU et le CPU. À gauche vous pouvez voir tout en haut le SSMP et en dessous le SDSP. Et même après, quand ils ont combiné plusieurs puces en une seule dans des révisions successives du hardware, ils ont gardé le CPU et le PPU en bas à gauche et le SAPU qui est plus grand en haut à droite. Donc voilà une vision du die. Vous pouvez voir la mémoire, la puce SSMP en haut à gauche et à droite la mémoire. Et la section en bas, c'est la puce SDSP. Donc ça, c'est un processeur audio qui était très en avance sur son temps. Nintendo, la plupart des consoles grand public faisaient de la modulation de fréquence FM pour la synthèse. Contrairement à la plupart des consoles, Nintendo faisait de la FM. On pouvait jouer des samples plus avancés. On avait des enveloppes ADSR, de la modulation de pitch à travers les voix. On avait des filtres, on avait un générateur de bruit. Donc ce talk va être divisé en 3 parties. D'abord, je vais parler de l'architecture CPU du SPC 700. Ensuite, je vais parler du format des samples qu'on appelle BRR. Et ensuite, je vais parler du matériel DSP en lui-même. Alors, on a souvent des comparaisons entre le SPC 700 et le 6502. Et même si c'était clairement basé sur le 6502, il y avait des ingénieurs en commun entre les deux, mais le résultat était quand même très différent. Donc déjà, les 256 opcodes possibles sont tous utilisés
utilisé. Voilà la carte des opcodes. C'est très différent de 6502, dans lequel il n'y avait qu'une petite partie de l'espace d'opcode qui était occupé. Ça supporte le codage BCD, ça supporte des calculs sur un seul bit, ainsi que des instructions 16 bits. Il y a un support hardware pour la multiplication et la division et des systèmes de branchage assez particuliers. Ça tourne à la même vitesse qu'un 6502, même si la fréquence d'horloge est 2 fois plus élevée. Donc la vitesse est quand même quasiment la même. On a un processeur 8 bits avec un espace de mémoire 16 bits, donc 64 kibioctets. Ça supporte les interruptions, le MMIO, des timers et différents coprocesseurs pour le CPU. Voilà les registres du CPU générique. On a les registres X et Y qui sont utilisés pour un mode d'adressage spécial. Le PC, c'est le programme compteur, l'instruction qui va être exécutée, 16 bits. Et le pointeur de stack n'utilise que 8 bits puisqu'il est toujours dans la partie haute des mémoires. Donc la partie haute est fixée à 0,1. Le registre de flag a les flags les plus classiques, le 0, l'overflow, half carry, carry, un flag P et 2 flags d'interruption. Voilà à quoi ressemble la RAM. La mémoire est séparée en pages. Chaque page fait 256 octets. Donc on peut l'identifier avec ces 8 bits hauts. Ça permet d'avoir la page 0 avec les registres hardware, la page 1 qui contient la stack, et on a des pages adressables directement, comme on dit. Et pour savoir quelles sont les pages accessibles directement à la place de la page 0, on utilise le flag P. Donc ça, c'est similaire aussi à ce qu'on a fait dans le 6502. Et c'est pour ça que je vais parler de page directe de manière générale, puisque la page 0 ou la page 1 dépend de ce que le CPU pense vouloir lire en fonction des flags. Le reste de la mémoire est utilisé par la RAM audio, sauf quelques parties d'IO et de quelques régions de RAM. Et donc l'adressage ne peut adresser qu'une petite partie de la RAM audio dans les 8 premiers buts. Et tout en haut de cet espace, on a 64 octets de RAM de boot qu'on peut aussi remplacer par de l'audio RAM après avoir démarré pour gagner un peu d'espace. Parlons d'adressage. Voici une instruction très simple, addition avec retenue, add with carry. Donc on ajoute au registre A la valeur 51. Ce que ça veut dire ici, non, c'est que on va charger la valeur à l'adresse 51 et l'ajouter à A. La valeur dépend de si on a de quel flag est set. Ça permet d'accéder à la valeur qui adresse 51, 50 ou 52. Ici, on va ajouter du coup la valeur 77 dans l'accumulateur. On a aussi un système d'index. Si on ajoute 50 à registre X, ça nous donne la valeur 52 et on charge depuis la page directe à l'adresse 52. On peut aussi utiliser X directement comme pointeur directement, ce qui permet de charger de l'adresse 02 dans cet exemple. C'est aussi possible avec le registre Y. Il est aussi possible d'incrémenter le registre X après l'opération, ce qui permet d'itérer sur la mémoire de façon très efficace. Et ça permet d'utiliser X et Y comme des index dans un array, par exemple. On peut aussi faire de l'adressage sur l'espace mémoire entier en passant une adresse 16 bits. Ça veut dire que l'instruction fera 3 octets au lieu de 2, 1 pour l'opcode, 2 pour l'adresse, et ça rendra cette instruction plus lente. Donc l'adressage direct par page est préférable quand c'est possible. Ce qui n'est pas possible dans l'espace global, c'est l'adressage indirect. Par exemple, ici on peut faire indirect 07 plus X, donc on prend l'immédiat 07, on lui ajoute le registre X, et maintenant on charge depuis l'adresse 08. C'est pas la valeur réelle qu'on veut ajouter. À la place, on charge ici un pointeur 16 bits. Comme le SPC700 est Little Endian, on va charger ici 7F00 et on va ajouter ça à charger depuis cette adresse et ajouter ça à notre accumulateur. Donc c'est similaire à ce qu'on avait avant, sauf que là, on charge le pointeur qui nous permet d'obtenir un pointeur 16 bits et déréférencer ce pointeur directement. Ça permet de se balader dans l'espace d'adressage 16 bits au lieu de l'espace d'adressage direct d'une page, ce qui peut être plus utile.
Parlons de l'instruction de load. La plupart des instructions, beaucoup d'instructions, partagent le mnémonique move. Donc ça, c'est quelque chose qui déplace une donnée d'un endroit en mémoire dans un des registres génériques. Le seul espace d'adressage qu'on n'a pas vu ici, c'est celui qui est préfixé par un dièse. Ça charge directement un immédiat au lieu de charger une déréférenciation. Donc par exemple, move x dièse $0, ça met la valeur 0 dans le registre x. Pour stocker, pour écrire, on a, pareil, c'est aussi le mnémonique move et ça fonctionne à l'inverse. Les transferts entre registres utilisent aussi le mnémonique move et c'est une des seules façons d'accéder le pointeur de stack directement en le transférant depuis et vers le registre x. Il est aussi possible de charger directement d'une page à une autre en mémoire et on peut aussi charger un immédiat directement dans la page directe. Les instructions arithmétiques peuvent utiliser moins de modes d'adressage, ceux qui sont listés ici. Addition avec retenue, soustraction avec retenue, comparaison et set les flags, donc qui compare et se contente de setter les flags, mais de stock la nulle part, et bitwise ou et XOR. Incrémentation, décrémentation, décalage à gauche, à droite, rotation à gauche, rotation à droite. Ceci n'exécute qu'une seule opération dans les directions respectives pour les rotations. Ça supporte aussi le BCD. Alors le BCD, c'est du décimal codé en binaire. C'est une façon de stocker des données décimales en hexadécimal ou en binaire, de telle façon que la valeur peut être affichée à l'écran très facilement. Mais ça, c'est un processeur audio, pas vidéo. Donc le fait que ça puisse calculer en BCD ne sert à rien ici. La seule chose utile, c'est l'échange de nibbles ici, qui permet d'échanger les nibbles de l'accumulateur. Il y a un peu de support pour de l'arithmétique à 16 bits avec move W, W pour wide ou pour word. Et ça utilise le registre combiné YA qui combine simplement le registre Y et le registre A en un seul registre 16 bits. Je vous ai parlé je vous ai dit qu'il y avait un multiplicateur et un diviseur en hardware. Voilà, il est possible de diviser le registre YA par X et stocker le résultat dans le registre combiné YA. Dans la multiplication, on multiplie Y par A et on le met le résultat dans le registre combiné YA. La division, on divise le registre YA par X et on stocke le résultat dans A et le résultat dans Y. Ça, c'est de loin les instructions les plus coûteuses du CPU. Ça prend 12 cycles, mais c'est toujours beaucoup plus efficace que ce qu'on pourrait faire en software et c'est quelque chose de très utile parce que pour l'audio, on a besoin de faire des multiplications et des divisions parfois. Donc, ça peut faire gagner beaucoup de temps. Pour manipuler la stack, on a les instructions push et pop habituelles, et on peut directement pusher et popper les registres aussi. Le registre de flag, aussi. Pour les calculs bitwise, on a tout un tas de fonctions qui permettent de set et de unset un bit donné. La notation ici, c'est que le point et le chiffre après indiquent quel bit a une adresse donnée, enfin quel bit de quelle adresse doit être mis. On a aussi test set, test clear, qui peuvent faire la même chose que ce qu'on pourrait supposer avec leur nom atomique de leur primitive. Alors ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'on a un seul processeur ici, donc le fait d'être atomique n'apporte pas grand-chose. On a aussi des instructions logiques de move, par exemple, et des opérations logiques qui utilisent le flag de carry, donc en tant qu'accumulateur à 1 bit. Et on peut aussi inverser la mémoire avant de faire l'opération. Ça, c'est indiqué par le slash ici. Donc ça donne pas mal de possibilités. Et comme le flag de retenue, de carry, est utilisé pour beaucoup d'instructions de manipulation de bits, on a aussi des fonctions qui manipulent directement ce bit de carry. Parlons du flow de contrôle. Donc on a des instructions de branchement qui prennent un offset de 8 bits signés. Donc on peut avancer de 128 bits, 127 bits devant et 128 bits derrière, à
partir de l'instruction après le branchement. On peut brancher inconditionnellement ou conditionnellement en se basant sur la plupart des flags du processeur. On peut aussi brancher en fonction de si le bit de page directe est set ou clear. Et on a des instructions de branchement qui sont un peu bizarres. On a des instructions qui permettent de savoir si deux choses sont égales entre un accumulateur et une adresse. On a aussi une instruction de brancher décrémenter qui va décrémenter une valeur et brancher à l'offset si la valeur résultat est 0, ce qui permet d'écrire des boucles très facilement. On peut mettre cette instruction à la fin d'une boucle et ressauter au début de la boucle. Et si vous avez seté un compteur de boucles avant de faire votre boucle, ça vous permettra d'exécuter ça un nombre de fois fixé. Pour sauter quelque part qui est loin, on peut utiliser jump qui prend une adresse à 16 bits. On peut aussi faire un jump indirect qui permet d'utiliser des tables de vecteurs de pointeurs de fonctions en mémoire. Pour les appels, on a call qui va stocker le PC sur la stack et le restaurer lors d'un retour. On a aussi pickle qui permet d'appeler dans la page tout en haut de la mémoire. Ça permet de mettre des fonctions très souvent utilisées là-bas. Ça permet de gagner un peu de temps et de gagner de l'espace dans l'encodage. Et on a aussi l'instruction tcall qui prend pas mal d'espace dans la table des opcodes. Et ça se permet d'appeler dans une table de sous-routine définie en hardware. Cette table est à l'adresse FFC0. Et vous avez un opcode pour chacune des entrées des pointeurs qui sont stockés à ces endroits-là. Donc il y a 16 entrées qui peuvent être dans cette table et ça vous permet d'appeler des fonctions qui sont encore plus souvent appelées de façon encore plus efficace ici. Vous pouvez bien sûr retourner de tous ces calls avec l'instruction ret puisque ça récupère le PC. On a des instructions pour manipuler les autres flags. Vous pouvez clear et set le bit P, ce qui permet de contrôler quelle page est la page directe. Vous pouvez aussi, il y a une instruction NOP aussi, et une instruction stop. Alors, je vous dis qu'il y avait des interruptions. Est-ce qu'il y a des interruptions externes? Non, elles ne sont pas branchées en hardware ici. Les interruptions software ne sont pas vraiment utiles, à moins que vous ayez un debugger, mais ce serait bizarre. Donc, le support des interruptions est plutôt inutile dans le SPC 700. Donc, je ne vais pas expliquer comment est-ce que les interruptions fonctionnent. Plus intéressant, on a des registres hardware, on en a 16, ce qui commence de l'adresse 00F0 jusqu'à 00FF. Les deux premiers sont des registres de contrôle interne du CPU. Les deux suivants contrôlent l'adresse du DSP et les données que vous voulez envoyer, lire ou écrire depuis ou vers le DSP. Donc ça permet d'accéder au registre hardware du synthétiseur. Et on parlera plus tard de comment marchent ces registres et où ils existent. On a 4 ports de communication pour parler au CPU, 2 ports auxiliaires qui sont liés à 16 fils sur la puce externe, mais ils ne sont pas non plus connectés ici. Et ensuite, on a 2 contrôles de timer. Le registre de test, vaut mieux pas y toucher. Le but, c'est d'avoir uniquement de faire des tests internes. Il y a 2 façons d'activer et désactiver des timers. On peut crasher le CPU en écrivant dans le bit 2 si vous avez envie de crasher le CPU. Vous pouvez activer et désactiver le timer. Vous pouvez aussi écrire des wait states à la RAM et à la ROM, puisque la ROM est partagée entre le processeur, le CPU et le SPC700. Le CPU a priorité sur le bus, et donc les wait states permettent de ralentir votre programme pour avoir accès à cette mémoire. Donc, ne le faites pas, ça ralentit votre programme, mais ça peut être utile. On a aussi un registre de contrôle qui permet de contrôler des timers, de reset les ports CPU de communication avec le CPU et d'activer ou désactiver la ROM de boot dans votre espace d'adressage, ce qui permet de gagner un petit peu de place dans la RAM audio, comme on l'a dit tout à l'heure. Les timers, on a des timers qui fonctionnent à des fréquences différentes. Le premier, le 1, à 8 kHz, le deuxième à 4 kHz. Et on a une deuxième fréquence qui peut être la fréquence de sous-division. Donc en mettant une division à 256, ça permet de descendre à 250 et quelques Hertz. Les timers ne créent pas d'interruption, c'est juste des compteurs depuis lesquels on peut lire les valeurs.
Donc c'est comme ça qu'on accède leurs valeurs. On va les lire à leur adresse. Alors changeons maintenant de perspective. Comme je l'ai dit avant, cette architecture du SPC 700 n'a pas accès à la mémoire de la cartouche. Donc il faut uploader le contenu de la cartouche dans la RAM audio pour les samples, pour toutes les données audio dont on a besoin. Et c'est pour ça que la boot-ROM existe. Elle implémente du code qui est très simple, mais on n'a pas le temps d'en parler ici. C'est une simple routine. Là, j'ai rajouté quelques commentaires sur comment ça marche, de la façon de désassemblée. Vous pouvez aussi lire des descriptions plus détaillées sur Internet. La façon que ça a de marcher, du point de vue du CPU, c'est que pour commencer le premier transfert, on écrit l'adresse cible de la mémoire à laquelle on veut écrire dans les ports 2 et 3. On met une valeur non 0 dans le port 1 et on écrit 0. Dans le port 0, on écrit la valeur magique CC. Ce qui est important ici, c'est que ces ports sont full duplex. Donc du point de vue du CPU, si j'écris quelque chose sur le port 0 et je peux lire quelque chose d'autre, je ne vais pas lire la même chose que ce que j'ai écrit. Je vais lire ce que le SPC 700, pardon, ce que le SSMP a écrit. Full duplex veut dire que je ne peux pas relire ce que moi j'ai écrit. C'est-à-dire que ça a du sens d'attendre que le SSMP réponde avec la même valeur dans le même port. Donc pour envoyer plus de données, je peux simplement écrire ces données dans le port 1 et incrémenter l'index de données dans le port 0 et attendre une réponse positive qui est de renvoyer le même index dans le port 0 de la part de l'autre processeur. L'index de data peut overflower au-delà de 256, donc on peut envoyer autant de données qu'on veut. Le SSMP n'a pas de problème avec ça. Si on veut envoyer un nouveau bloc à une autre adresse, il faut remettre une nouvelle adresse cible dans les ports de 3, une nouvelle valeur non 0 à 1, et tout sauf le dernier index plus 1 dans le port 0. Et ça dit au SSMP d'arrêter le transfert et d'en commencer un nouveau. Pour arrêter le transfert, on écrit une autre adresse dans les ports 2 et 3. Maintenant, on écrit 0 dans le port 1 et tout sauf le dernier index plus 1 dans le port 0. Et maintenant, cette adresse est interprétée comme une adresse de jump à laquelle le SSMP va sauter pour exécuter du code à cette adresse, qui permet de prendre le contrôle du système du SSMP et d'exécuter ce qu'on veut. Donc ça, c'est tout ce qu'on a à dire sur l'architecture matérielle. Parlons maintenant du côté audio et au format de sample BRR. Alors, premièrement, il y a une différence entre ce qu'on appellerait des samples dans le monde de la musique, c'est-à-dire un petit bout de son. Par exemple, vous allez jouer une seule note d'un instrument, et ce qu'on appelle un sample dans le monde du DSP, dans le traitement du signal. Là, c'est la valeur digitale d'un signal. Malheureusement, je vais utiliser les deux termes de façon un petit peu interchangeable ici, donc j'espère que ça ne va pas rajouter de la confusion. Et avant tout, je dois peut-être vous expliquer comment marche l'audio digital. J'ai même une vidéo pour ça. L'audio, à la base, l'audio analogue, c'est quelque chose qui bouge très très vite dans l'air. Donc on a cette sinusoïde qu'on voit ici. On peut l'enregistrer, on peut la capter avec un micro par exemple. On a une représentation analogique de ça. Et ensuite, on a de l'électricité qui bouge avec le temps. Et pour numériser ces données, on doit d'abord les sampler. Donc à des intervalles réguliers, on peut prendre une mesure de la tension. La fréquence à laquelle on doit faire ça dépend de pas mal de maths compliquées, mais il faut qu'on le fasse plus de 40 000 fois par seconde. Donc on fait un sampling à 40 kHz. Et maintenant, on a notre liste de voltage, de tension, qu'on peut quantiser sous forme d'entiers. Ici, c'est nombre à 16 bits. Et après, on peut simplement stocker ces nombres et reproduire le sample exactement en appliquant ce procédé à nouveau. Ça s'appelle PCM, Pulse Code Modulation. Si vous stockez juste ces samples, on a globalement le format de fichier WAVE. Et qui ne fait rien d'autre ici, sur des architectures anciennes. Mais qu'est-ce que c'est BRR? Donc ça, c'est Bitrate Reduced. Et la quantité de données qui vient dans un flux PCM, c'est beaucoup trop
pour être utilisé dans l'SPC 700 avec ses 64 kilooctets de mémoire, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait stocker juste 2 secondes d'audio, ce qui est absolument insuffisant. Donc ce qu'il faut faire, c'est réduire le bitrate, mais le nom n'est pas exactement bon. À la place, on devrait appeler ça du ADPCM pour PCM à différentiel adaptif. Adaptif, c'est que la compression s'adapte à l'entrée. Différentiel, c'est qu'il y a une différence entre la façon de stocker les samples, et PCM, c'est ce que j'expliquais juste avant. Les bits qui arrivent avant sont de 15 par sample, ça c'est la largeur de bits. Dans certains cas, 16 bits. Il y a des modes d'arrondi compliqués, et donc on passe d'une largeur de bits à une autre, mais en pratique, les samples sont 15 bits. La fréquence de playback est de 32 kHz, c'est-à-dire un sample par 32 cycles CPU. Et parce que le SPC 700 et le SMP partagent la même clock, donc c'est les mêmes cycles d'horloge pour les deux. Dans un bloc BRR, on a un octet de header, 8 octets qui contiennent chacun 2 samples de 4 bits. Donc ça donne 16 samples dans un bloc. Et le header contient au départ des flags de boucle et de fin. Ça permet de dire si le sample se termine après ce bloc, ou alors si on veut boucler pour revenir à un autre point du sample, pour jouer par exemple un sample en boucle. Les nibbles qu'on reçoit sont décalés en fonction d'une valeur de shift qui est dans le header. Le shift est décalé de 1. Donc pour avoir aucun shift, il faut mettre une valeur de shift de 1. Si on met 0, par contre, on shift de 1 à droite, ce qui ne sert pas à grand-chose. Des shifts au-dessus de 11, c'est-à-dire de la valeur de 12, ça n'a pas de sens, puisque rappelez-vous qu'on a ici que 4 bits ici et qu'on peut aller que jusqu'à 15 bits, donc ça ne sert à rien de décaler de plus de 11. C'est pour ça que les valeurs 13 à 15, c'est un glitch dans le matériel, c'est un glitch qui marche de façon très fiable, mais c'est techniquement un glitch. Ouais, les utilisez pas. Tout ce système de décalage augmente bien sûr la largeur des valeurs qu'on peut recevoir, de plus 7 à beaucoup plus. Et ce qui est intéressant ensuite, c'est qu'on le passe dans un filtre. Le filtre est aussi spécifié dans le header. Il y a 4 filtres possibles. Le filtre 0 donne juste le sample qu'on a eu après shifting. Donc verbatim, comme on dirait. Ça c'est utile si vous ne savez pas quel était le sample précédent. Par exemple, vous êtes au début d'un sample BRR ou au début d'une boucle. Le premier filtre ajoute le sample de sortie précédent à l'entrée qu'on a ici. Et ça permet d'avoir une valeur ici qui encode juste la différence entre le sample précédent et le suivant. Et ça permet d'avoir ce qu'on appelle l'encodage différentiel ou delta. L'idée, c'est que les ondes sont souvent très proches les unes des autres et ça permet d'être très efficace dans le stockage ici. Le filtre 2 fait quelque chose de similaire, à part qu'on utilise 2 fois le sample précédent et 1 fois le sample encore avant. Si c'était plus 2 et 1 avant, ce serait, on pourrait dire que c'est parfaitement polynomial, un prédicteur d'ordre 2. Alors, je n'ai pas les détails exacts de pourquoi ça marche mathématiquement, mais en pratique, on peut utiliser une approximation d'un polynôme d'ordre 2 pour comprendre le sample. On peut faire une approximation avec une série de Taylor ici. Et ça nous permet d'avoir une représentation du sample ici qui est encore mieux compressée que le filtre 1. Le filtre 3, lui, est bizarre parce qu'il est similaire au filtre 2, sauf que les valeurs sont légèrement changées. Et je ne sais pas du tout ce qu'ils voulaient changer avec ça. Ça existe, vous pouvez essayer de faire de la compression avec, mais c'est pas très clair pourquoi. Donc, ces systèmes de filtres permettent de faire ce qu'on appelle du Linear Predictive Coding, LPC, et c'est toujours une méthode de compression qui est très utilisée pour de la compression lossless, que ce soit dans FLAC ou dans ALAC. Donc, si vous comprenez ce slide, vous comprenez déjà la moitié de ces codecs modernes. Alors,
on a toujours un problème d'espace de stockage, parce que si vous voulez jouer des instruments de musique, il faut stocker un sample pour chaque pitch, ce qui veut dire au moins 12 samples différents pour un seul octave. Et ça utiliserait énormément d'espace mémoire pour des samples. Donc à la place, ce que peut faire le hardware, c'est jouer un sample à des pitchs différents, à des notes différentes. C'est pas d'avoir un seul sample pour tout un instrument. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'on a un compteur de pitch par canal qui est contrôlé par un registre de pitch qui ici indique quelle voix utiliser. Alors il y a plusieurs registres par voix, et pour chaque sample que le DSP va sortir, le compteur de pitch n'est pas vraiment 16 bits, il ne monte qu'à 15 bits. Les 4 bits du haut indiquent un index dans le BRR, puisqu'on a bien sûr 16 samples, et les 12 bits, les 12 bits bas servent à interpoler entre les samples. Donc j'ai des exemples ici de valeurs de pitch ici et de la vitesse à laquelle ça va être joué. Alors il y a une limite haute qui est d'à peu près 4 fois la vitesse originale, donc 2 octaves. Et ici vous avez peut-être une meilleure visualisation de comment ça marche. Si on joue à la moitié de la vitesse, ça veut dire qu'on incrémente ici nos vitesses, nos lignes oranges sont la position à laquelle on est pour une valeur de pitch donnée. Si on l'incrémente par un demi-sample à chaque fois, on joue chaque sample 2 fois. Et à partir de 3000 ici, ça veut dire qu'on ne joue plus que tous les 3 samples et qu'on skip 2 samples complètement. Alors, bien sûr, on ne fait pas juste ça, on ne répète pas juste et on ne saute pas sur des samples, ça ferait un son absolument horrible. Donc à la place, on a une interpolation entre les samples. Pour un ensemble de raisons techniques, on n'a accès qu'aux 2 samples précédents et suivants. Donc ici, on a une fenêtre qui glisse, centrée autour du sample courant, et on veut comprendre comment additionner ces samples, comment interpoler entre eux, pour obtenir une approximation de qu'est-ce que le sample devrait être si on en avait plus entre les deux. Donc ce n'est pas juste une interpolation linéaire, ce ne serait pas agréable d'un point de vue audio. Il s'avère qu'utiliser une courbe en cloche, une courbe gaussienne, c'est une bonne idée pour ça. Les gens qui font du traitement du signal seront familiers de ce procédé. Ce n'est pas très important ici. Ce qui est important, c'est que la façon d'interpoler ici, c'est qu'on a un registre matériel, qui est une table de lookup matérielle, qu'on appelle ici N, et qui contient tous les facteurs de la courbe gaussienne. Alors ça contient bien sûr que la moitié de la courbe gaussienne, puisqu'elle est forcément en miroir. Donc on a 512 entrées ici, ce qui permet d'aller jusqu'à X519. Alors si vous regardez ça, vous pouvez vous convaincre que ça fonctionne. Le I, c'est l'offset dans le sample dans lequel on se trouve. C'est là ce qui est en orange ici dans le registre interne, les 8 bits dans la table d'interpolation. Ensuite, il faut scaler tout ça à la fin, mais ça nous permet d'interpoler entre les samples et le résultat en termes de son est pas mal. Par contre, il faut faire attention quand même à une chose, c'est que ça applique effectivement un filtre passe-bas au sample, même s'il est joué à la vitesse originale. Donc un sample d'entrée pour un sample de sortie. Si vous voulez éviter ce filtre, il faut appliquer un filtre préemptif, et donc par exemple une interpolation linéaire invertible. Le SPC700 fait ça, il y a d'autres, pour certains jeux, par exemple Chrono Trigger le fait, mais tous les jeux ne le font pas. Alors maintenant, on a expliqué tout sur comment les samples sont encodés, et comment leur format fonctionne, et comment le décodage fonctionne, en hardware bien sûr. Et maintenant, je vais parler plus de comment le hardware fonctionne. Voilà un diagramme presque complet, un petit peu simplifié, sous forme de bloc, du pipeline interne du DSP. En orange, on a ça une fois par voie, et en gris, on a des registres ou de la mémoire avec lesquels le DSP interagit.
Donc au début, ce qu'on a déjà vu ici, les données BRR arrivent de la mémoire, sont indexées par le numéro de source dans un index, vont dans le décodeur BRR, qui lui écrit l'index correspondant à chaque voie. Et s'il voit une boucle ou une fin, il peut écrire les informations en continuant à jouer ou en s'arrêtant, en fonction bien sûr des flags. Donc ENDX, c'est un de ces registres qui contient un bit par voie et qui envoie juste un signal pour chaque voie du coup. Vous pouvez voir ici qu'on a d'autres registres où le BSP va écrire des valeurs en software pour pouvoir ensuite lire qu'est-ce qu'on doit faire pendant le traitement de signal. Donc le décodeur BRR envoie les samples au calcul de pitch, donc là où il y a l'interpolation gaussienne qu'on a vue. Et donc, ce qui est important ici, c'est qu'il ne fait pas qu'utiliser le registre de pitch, il fait aussi de la modulation de pitch, donc j'ai un peu menti tout à l'heure. On peut lire aussi les 11 bits hauts de la sortie de la voie précédente. Ça, c'est ce qui est en orange un peu plus sombre ici, qui passe en dessous, là. Ça vient de la voie précédente. Et c'est utilisé en le multipliant avec le registre de pitch si la modulation de pitch est activée pour cette voie. La façon dont ça marche pour la multiplication, c'est que si vous avez le volume maximum de sortie, ça va multiplier le volume par 2. Et si on est au volume minimum, ça va le multiplier par 0 et entre les deux par 1. Donc ce n'est pas tout à fait linéaire, mais ça permet de faire des modulations intéressantes ici. La plupart des jeux n'utilisent pas cette fonctionnalité, mais ça permet de faire de la synthèse intéressante. L'autre aspect du calcul de pitch, c'est la sortie du sous-système BRR. Et maintenant, on peut switcher entre ça et le générateur de bruit, qui est global entre toutes les voies. Donc, c'est contrôlé par le flag Noise On. Et on combine la sortie de ça avec le générateur d'enveloppe, enfin la sortie de générateur d'enveloppe. Donc ça prend des registres de gain et de ADSR, ainsi que la sortie de volume. La sortie de l'enveloppe est écrite dans un registre VN-NVIX et la combinaison ici donne le sample de sortie de cette voie qu'on écrit dans le registre VN-OUT. Et là, on split le chemin en stéréo. Donc on a le canal gauche et le canal droit pour cette voie. Et je vais juste montrer le canal gauche ici parce que le canal de droite fait exactement la même chose. Donc sur le chemin principal, on ajoute toutes les voies, on les multiplie par le volume mètre qui correspond à ce canal. Sur le chemin écho, on peut activer ou désactiver l'écho pour chaque voie individuellement. Ensuite, on ajoute ensemble toutes les voies qui ont de l'écho. Et ensuite, on entre un buffer d'écho, enfin le sous-système du buffer d'écho. Donc là, on peut désactiver toute l'écriture d'écho avec le registre Echo Enable. Le buffer Echo, il est dans la RAM audio. Il est adressé par Echo Source Address et Echo Delay, les deux registres qu'on voit ici. La sortie du buffer d'écho est ensuite passée dans le filtre FIR et est multipliée par le volume d'écho principal. Et une partie du signal d'écho peut être re-rentrée dans lui-même, ce qui crée un feedback ici avec le Echo Feedback Factor, ce qui permet de répéter des bouts du son plusieurs fois, ce qui en fait un vrai effet d'écho et pas un simple délai. Donc ici, on peut voir que ces deux chemins se recombinent. En haut, l'écho, à gauche, le volume principal. Et ensuite, on rentre le monde analogue avec le DAC qui convertit ça en analogique et un petit préampli. Ensuite, on a une combinaison de la sortie du synthétiseur avec le port d'expansion audio et aussi le fait que chaque cartouche peut avoir son propre coprocesseur audio qui serait du coup capable de sortir de l'audio ici et serait combiné ici. Et le port d'expansion peut faire ça également. Je ne sais pas exactement quel jeu utilise ça. L'idée étant qu'après ça, on a le mute principal qui est contrôlé en software. Et après ça, on a un post-ampli qui va envoyer ce signal vers les différentes sorties, le générateur de fréquences, le jack RCA, etc. Donc ça, c'est
tout le pipeline. Et maintenant, je vais parler des différentes parties dont on n'a pas encore parlé en détail. Déjà, comment est-ce que les samples BRR sont trouvés et joués? On a un répertoire de samples, c'est une seule page en mémoire qui contient 64 entrées de 4 octets chacune. Et pour savoir quelle entrée utiliser, c'est déterminé par le registre source number, VNSRCN ici. Et ça nous donne l'adresse de départ à laquelle on devrait commencer à lire les samples BRR. Et une adresse de boucle, ça c'est si on rencontre un flag de loop, à quelle adresse est-ce qu'on doit revenir? L'adresse de loop n'a pas besoin d'être dans le sample lui-même. Ça peut être un autre sample quelque part ailleurs en mémoire. Le décodeur BRR s'en fiche. Donc ça permet d'avoir plusieurs samples qui ont la même boucle, par exemple. Donc vous pouvez avoir des choses intéressantes avec la même intro et des boucles différentes. Ce que ça veut dire ici, c'est que le source number, le registre, c'est assez facile à comprendre parce que c'est juste des numéros logiques de samples et non pas des adresses un peu aléatoires. Pour les enveloppes, l'enveloppe, c'est comment est-ce qu'on sculpte le son pour savoir comment évolue le volume dans le temps. C'est quelque chose de très important de comment est-ce qu'une note va être perçue, comment est-ce qu'elle va sonner. Donc les enveloppes ici, c'est de la DSR, Attack, Decay, Sustain, Release. C'est toujours le standard pour modeler des enveloppes sur des synthétiseurs modernes. L'attaque, c'est à quel point est-ce qu'on atteint le volume haut. Le decay, c'est à quelle vitesse est-ce qu'on descend de ce volume après. Le sustain, c'est à quel volume est-ce qu'on tient plus ou moins pour toujours jusqu'à ce qu'on arrête de jouer cette note. Et une fois qu'on a relâché cette note, la release, c'est à quelle vitesse est-ce qu'on atteint le silence. Ça, c'est un mode qui est activé en mettant le 7e bit de VNADSR 1, le registre bas le registre bas des registres qui contrôlent la DSR. Et voilà à quoi ressemble l'enveloppe sur le DSP. Donc pendant l'attaque, on attend bien sûr un signal de key on. Donc ça, c'est 1 bit par voix dans un registre hardware spécifique. Une fois que ça arrive, on incrémente le volume de l'enveloppe par 32 tous les attack rates jusqu'à ce qu'on atteigne le volume maximum. Après ça, on décrémente avec un facteur de multiplication de 0,996 tous les decay rates. Ça donne un decay exponentiel. Une fois qu'on atteint le sustain, on continue de décrémenter par 0,996 tous les sustain. Et une fois qu'on atteint le key off, là on est dans la release. Et là par contre c'est quelque chose qui est fixé en hardware. C'est -8 toutes les steps. Alors que sont ces rates? Les rates sont contrôlés par une table de rates. Le rate d'input, c'est une valeur symbolique 5 bits qui détermine combien de temps on attend avant de prendre la prochaine étape. Si on était 0, il n'y aura jamais d'autre étape. On ne va jamais rien changer et c'est comme ça qu'on peut avoir un sustain vraiment infini. On met le sustain rate à 0 et du coup, le sustain n'a jamais lieu. On peut aller sur un step tous les samples, par exemple, et ce qui permet d'avoir quelque chose de similaire à la phase de release. Donc ces valeurs sont stockées dans un registre VNADSR. Le niveau de sustain est juste stocké avec un facteur de hexa 100. Et le gain, c'est quelque chose d'un petit peu plus simple, un mode d'enveloppe plus simple. Pour ça, on met le bit numéro 7 de la DSR à 0. Et ensuite, on peut avoir soit un gain constant, en mettant le 7e bit du registre de gain à 0, ou alors une courbe de gain en mettant le 7e bit du registre de gain à 1. Quand on a un gain fixe, c'est assez simple, le volume sera toujours le même. Quand on a une courbe de gain, par contre, c'est plus intéressant. On a 4 cas ici, vous pouvez regarder, il y a 2 bits pour contrôler les 4 différents modes dans la partie courbe de gain ici, les bits 5 et 6. Voilà les 4 modes dans l'ordre de 0 à 3. Le premier, c'est décrémentation linéaire, donc tous les gain rates, on enlève 32. Le système exponentiel, où ici on a notre facteur 0,996.
En incrémentation linéaire, c'est l'inverse, plus 32 à chaque fois. Et le dernier mode, c'est ce qu'on appelle le mode plié. Au début, on fait linéaire, plus 32 à chaque fois, et ensuite, à partir d'un certain niveau, on n'ajoute plus que 8 tous les intervalles de gain rate. L'intervalle est contrôlé aussi dans la table de gain, c'est la même feature ici. Donc, vous pouvez vous demander maintenant à quoi correspondent ces modes de décrémentation. Si on commence avec un sample, l'enveloppe va être à 0 et ensuite, si on est en mode decrease, ça va arriver à des valeurs sous 0, ce qui n'a pas de sens. Alors, c'est vrai, c'est pas comme ça que ça s'utilise. L'idée ici, c'est d'utiliser ça pour du contrôle très fin. Vous pouvez passer entre différents modes d'enveloppe pendant que le sample est joué. Donc vous pouvez par exemple commencer par un mode d'incrémentation, ou ensuite vous pouvez passer donc à de la décrémentation, puis de l'incrémentation, etc. Donc vous pouvez de cette façon contrôler très précisément en software le volume du son, et c'est exactement à ça que ça sert. Parlons maintenant de la génération du bruit. Donc ça, c'est un générateur qui est global pour toutes les voix. Il a un registre à décalage linéaire qui permet d'avoir un stream de samples. La vitesse à laquelle ce stream est joué peut être aussi changée par une table de rate, pareil. C'est dans le registre de flags ici, ce qui est un petit peu bizarre. C'est un contrôle de registre global qui compte aussi d'ailleurs le mute global. L'idée ici, c'est qu'on prend les 2 bits les plus bas, on les XOR avec les 2 bits de droite. Ça nous donne un générateur de nombres plutôt pas mal pour faire nombre aléatoire. Si on met les bonnes valeurs initialisées, ça va passer par tous les nombres à 15 bits les uns après les autres. Ce qui fait bien sûr une impression de bruit. L'écho, ça utilise donc ce buffer en RAM, ça fonctionne comme ça initialement. On a une adresse de départ au début, une adresse de fin, mais c'est pas vraiment comme ça que le hardware le voit. Après l'adresse de fin, on se contente de revenir à l'adresse de départ. Il n'y a pas vraiment de début et de fin d'un point de vue hardware. C'est plutôt un ring buffer ici. C'est aussi quelque chose qui est utilisé à d'autres endroits en mémoire d'ailleurs. Les entrées ici ne sont pas vraiment des octets, ce sont des 2 samples de 16 bits, un pour la gauche, un pour la droite. Donc chaque entrée, c'est 4 octets. Et on a un pointeur vers la prochaine entrée de l'écho. Donc on peut lire cette valeur, ici avec moins echo delay. Ça, c'est la sortie de notre buffer d'écho. Et ensuite, on réécrit dans cette même espace mémoire la nouvelle entrée qu'on vient d'obtenir. Et ensuite, on passe à la prochaine étape. Et bien sûr, à la fin, on boucle pour revenir au début. Ce que ça nous permet de faire ici, c'est que quand on revient au début de la valeur qu'on a écrit à l'instant, cette valeur aura été retardée par le nombre de samples qu'on peut mettre dans ce buffer. Ça nous permet d'avoir cet effet de délai ou d'écho si on réécrit la sortie dans sa propre entrée. Donc ça, comment c'est contrôlé en hardware? On a un registre pour la source de l'écho. On a un registre qui dit quand est-ce que le buffer commence. Et on a un registre qui contrôle par multiple de 512 samples la taille de notre buffer. Donc si vous voulez vraiment, vous pouvez mettre ça à 32 kilooctets presque, ce qui va prendre la moitié de la RAM audio. Après, vous n'avez plus de place pour votre code ou votre donnée ou vos samples. Mais vous pouvez avoir un écho d'environ 240 millisecondes, ce qui est plutôt cool. Avec le délai de 0, la taille buffer de 4, ici c'est juste parce qu'on a un buffer, un registre qui doit être mis là, donc on ne peut jamais avoir vraiment 0 espace mémoire pour ça. Il y a toujours un délai minimaliste de 31 microsecondes. Parlons du filtre FIR. Donc ça, c'est ce qu'il y a après le buffer d'écho. Donc FIR, Finite Impulse Response. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà la définition qu'il y a dans mon livre universitaire en allemand de comment marche le filtre. Je ne vais pas expliquer en détail pourquoi ça s'appelle FIR, mais ce qui est intéressant avec ces filtres FIR, c'est qu'on peut les implémenter en multipliant certains facteurs ici, donc des coefficients à 8 bits
être signé par les sorties précédentes du buffer d'écho. Et ensuite, on peut ajouter toutes ces multiplications ensemble. Et ça vous permet de faire de l'écho répété. Par exemple, en faisant une sortie où on ressort le même sample. Vous pouvez faire du passe haut, passe bas, des délais, de la réverbération, de l'EQ. Ce qui est assez incroyable pour quelque chose qui utilise juste quelques facteurs ici. Alors bien sûr, il faut savoir quelle valeur mettre dans ces facteurs, mais du coup, c'est possible. Donc, c'est à peu près toute l'explication en hardware. Le reste de mon temps, je vais le passer sur des démos pour vous montrer ce qu'on peut faire avec tout ça. On va commencer avec quelque chose que vous connaissez tous, le thème de l'Overworld de Super Mario. À droite ici, vous pouvez voir tous ces registres qui sont mis à jour, qui n'arrêtent pas de changer. Bien sûr, on a des labels très pratiques. Et si vous les regardez vous-même pour votre jeu préféré, pour voir comment les voix sont utilisées, vous pouvez, par exemple, ici, voir que certaines voix ne sont utilisées que pour les effets de son, pas pour la musique. Et pour les effets de son ici, si vous regardez en détail la zone en orange qui est en dessous, là, les ports, vous pouvez voir que ces ports changent très brièvement à chaque fois qu'il y a un effet de son. Et c'est comme ça que la plupart des jeux se comportent. Ils vont envoyer des petits signaux du CPU au SMP quand certains effets doivent être joués. Ensuite, on a aussi des gens qui disent « Bon, on a ce super coprocesseur audio, on s'en fout, on va juste streamer des samples SMP directement depuis le CPU principal jusqu'au DSP. » Et là, il faut faire très attention aux ports qui sont en bas en orange, là, parce que quand la musique commence, vous pouvez voir que ça change en rythme avec la musique. Et si on va étape par étape dans le code, on peut voir qu'ils se servent juste du SMP pour lire les registres qui viennent du SPC, pour lire ce qui vient du port du CPU et le transmettre au DSP. Alors, c'est un peu inutile, mais ça a l'avantage que ça permet de de garder plus de mémoire pour les samples, par exemple. Donc, c'est pas complètement stupide. Voilà un autre thème que moi j'ai beaucoup trop entendu. Je voulais juste le partager avec vous pour vous montrer à quoi ressemble la musique sous un oscilloscope. Vous pouvez voir que le canal 8 est utilisé pour des effets ici. Donc là, il n'y a pas d'effet qui joue, c'est juste la musique. Le canal 7, par exemple, est un effet de comment ils font du vibrato en changeant la vitesse de lecture très rapidement en utilisant le registre de pitch, comme on a vu avant. Donc c'est assez intéressant. Et enfin, juste pour montrer ce qui est possible de faire si vous prenez vraiment beaucoup de travail et que vous utilisez toute la RAM et toutes les fonctionnalités possibles du SPC700 et que vous avez un tracker moderne. Alors idéalement, ça marche aussi en hardware. Ça, c'est une cover d'un jeu plus ancien d'arcade de 1985 par Sega. Et Bleu Electric a fait un cover de ça plus récemment pour vous montrer à quel point on peut utiliser le SPC700 d'une façon complètement incroyable. Là, bien sûr, aucun canal n'est utilisé pour des effets de son, hein. Alors, j'aimerais bien laisser cette musique se jouer jusqu'à la fin, mais malheureusement, on n'a plus de temps, donc vous pouvez aller écouter toutes ces covers sur YouTube. Il a plein de covers. Il y a aussi beaucoup d'autres gens qui font des trucs incroyables avec le SPC700, avec cette architecture.
et avec la Super NES en général. Donc ça, c'est les ressources que j'ai le plus utilisées pour préparer ce talk. Le plus important, le Full SNES, le manuel Full SNES, a tous les détails de hardware que j'ai même pas pu aborder ici, les erreurs d'arrondi, les différents glitches du hardware, les entrées que vous pouvez mettre pour avoir des comportements inattendus. Le RGME SP700, c'est une série de vidéos qui a été une très grande inspiration pour moi. Ça contient beaucoup de graphiques super cool. Et mon propre manuel, tout en bas. À mon avis, c'est le meilleur manuel d'assembleur pour le SP700, mais bon, c'est moi qui l'ai écrit, donc je suis un peu biaisé. Si vous voulez vous impliquer là-dedans, il y a des trackers que vous pouvez utiliser. Moi, j'aime beaucoup Furnace, qui est un tracker plutôt récent, il a que 2 ans. Pour autant que je sache, son émulation du hardware est très précise, très fidèle, donc vous pouvez faire des super sons avec ça. Vous voulez peut-être écrire votre propre moteur de son, si vous êtes intéressé par la programmation en assembleur. Moi, j'aimerais aussi beaucoup que quelqu'un fasse du reverse engineering sur les puces elles-mêmes. Comme vous avez vu, on a des photos très précises des die. J'aimerais vraiment avoir quelque chose qui a été fait comme pour le 6502 avec une émulation à partir des photos du die. Ce serait super cool. Mais il faudrait des gens qui savent ce qu'il faut faire parce que moi je ne sais pas. Vous aussi travaillez sur SPC-ASM, mon assembleur pour cette architecture. Vous pouvez l'essayer dans votre navigateur. Il y a la documentation pour le développeur. Et venez me parler parce qu'il y a plein de choses que je veux faire et je peux peut-être vous aider. Merci beaucoup pour votre écoute. C'est très inattendu, mais nous avons un peu de temps pour quelques questions très rapides. Donc, dépêchez-vous d'éteindre les micros. Et une première question d'Internet, s'il vous plaît. C'est incroyable d'avoir une puce aussi avancée et qu'on peut utiliser pour tellement de choses inattendues. Est-ce qu'il y a des gens qui ont utilisé cette puce pour des choses qui n'étaient pas liées au son? Alors, réponse, c'est une très bonne question. Je me suis posé cette question aussi. Je ne connais pas de jeu qui fasse ça, mais honnêtement, je n'ai pas non plus regardé en détail qu'est-ce que les jeux faisaient. J'ai surtout regardé par exemple le NBA 95, Super Metroid et quelques autres jeux. Donc je n'ai pas de réponse à cette question. Nouvelle question, soyez rapide et ce n'est pas un commentaire, c'est une question s'il vous plaît. Alors à l'époque, quand on voulait créer un jeu, est-ce qu'on avait des outils fournis par Nintendo ou Sony ou les autres constructeurs de consoles? Alors, réponse, je ne sais pas quels outils ils avaient à l'époque. J'ai rien trouvé de tel. Il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles, à part les ressources que je vous ai montrées. Suite de la question, donc les gens écrivaient leur propre tracker, du coup. La réponse, oui, je pense qu'ils écrivaient probablement leur propre tracker, surtout en réfléchissant à des questions comme comment compresser les samples BRR, par exemple. Mais je ne sais pas ça avec certitude. Nous avons une autre question de l'Internet. Est-ce qu'il y a du logiciel officiel, des logiciels officiels qui utilisent le codage BCD là-dessus? Réponse, j'ai pas vu de logiciel utiliser les fonctionnalités BCD sur le SPC700. Il y a l'instruction d'échange de bits qui supportent le BCD, mais qui ne sont pas utilisés en tant que pour du BCD. Nouvelle question. La modulation de pitch que vous avez mentionnée, on aurait dit qu'on pourrait faire de la FM avec ça. Est-ce que vous savez s'il y a des jeux qui l'utilisent pour faire de la FM, peut-être avec plusieurs opérateurs, plusieurs canaux pour plusieurs opérateurs? Alors réponse, ouais, j'ai vu cette possibilité, j'ai cherché mais j'ai pas vu de gens faire ça. J'ai vu des jeux qui utilisent la modulation de pitch et surtout des trucs plus modernes, mais quand on regarde les commandes dans les trackers notamment, il n'y a rien sur la FM. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est sous-utilisé. Et avec ça, nous avons une dernière question de l'Internet. Comment est-ce que tu t'es intéressé à ce sujet? Écrire un émulateur, écrire des jeux, ce genre de choses? Réponse, non. Moi, j'étais très intrigué par les séries de vidéos
RGME, principalement parce que moi je viens du côté audio à la base, donc je travaille avec différents codecs, j'ai écrit des stacks audio, donc j'étais surtout intéressé par le côté audio de ça, pas spécialement par les jeux ou par l'assembleur, en tout cas à la base. Ensuite j'ai commencé à écrire l'assembleur, donc ça m'a permis d'apprendre des choses sur cette architecture. Merci beaucoup. Tonnerre d'applaudissements ici.